Hello, my name is Lydia Lauder and I'm the National Bonjour, je m'appelle Lydia Lauder. Je suis directrice nationale du programme de la politique publique pour le Bureau national de la Fondation du Rhin. Je vous remercie de vous joindre à la salle de discussion 2, la planification familiale et maladies rénales. Avant de commencer, j'aimerais vous expliquer comment participer à la séance. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Nous recueillerons ces questions à la fin de la présentation et y répondrons autant que possible. Vous aurez également la possibilité de poser des questions en direct pendant la période de questions et réponses, dans la mesure où le temps le permet. Nous vous invitons à envoyer vos questions à kidneyprograms@kidney.ca. N'oubliez pas que la Fondation du Rhin n'est pas en mesure de donner des conseils médicaux. Pour obtenir des informations spécifiques sur votre propre situation, veuillez consulter votre équipe de soins de santé. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter notre modératrice pour cette séance, Dr. Dean Leduc. Merci, Lydia. Bienvenue à notre séance, la planification familiale et la maladie rénale. D'abord, je vais me présenter. Je vais demander plus tard à tous les orateurs de se présenter. Donc, je suis et avec une spécialité en médecine fœto-maternelle pour les grossesses à haut risque à Sainte-Justine de Montréal. Pour chaque séance, chaque personne aura 10 minutes pour parler de leur propre expérience à vivre avec la maladie rénale. Alors, tout d'abord, je vais demander à Manpreet de se présenter, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Manpreet, j'ai 37 ans et je vis à Brampton, en Ontario. J'ai été diagnostiquée avec la propriété IgNF en 2014 et depuis 2016, je suis en hémodialyse. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience de grossesse pendant ma maladie et également donc les complications que j'ai eues. Puis Shilpa. Bonjour, je m'appelle Shilpa Raju, j'ai 37 ans également, je réside à Toronto. Ma maladie rénale est secondaire aux médicaments pour une transplantation de poumon que j'ai eue il y a 10 ans. J'ai commencé l'hémodialyse en 2021, donc il y a presque 2 ans finalement, et je fais donc l'hémodialyse à la maison. Et du côté non patient, je travaille en santé publique. Michel, bonjour tout le monde. J'ai été diagnostiquée avec une maladie auto-immunitaire en 2018 et puis j'ai fait de l'hémodialyse à la maison pour à peu près 2 ans et demi. Et puis en décembre 2021, j'ai reçu une transplantation d'un donneur vivant d'un ami et ça vient de faire à peu près 1 an et 2 mois depuis ma transplantation et donc ça va tout très bien. Wow! Donc, comme j'ai dit, chaque personne disposera de 10 minutes pour parler de leur expérience avec la maladie rénale. Donc, on va commencer avec Manpreet. Alors, bonjour, comme j'ai dit, je m'appelle Manpreet, j'ai 27 ans et je suis en hémodialyse depuis 2016. Donc, tous mes traitements, j'ai été en traitement d'hémodialyse 3 fois par semaine et en mars 2021, j'ai su que j'étais enceinte de 4 semaines. Donc, mon traitement a été changé immédiatement et mes médicaments également. On m'a prescrit des médicaments qui sont corrects pour les gens enceintes. Et donc, je prenais 6 heures par traitement. J'étais référée par un spécialiste à un hôpital de Toronto qui avait déjà traité plusieurs cas de grossesse pendant qu'on était en dialyse. Et on a recommandé que les traitements d'hémodialyse à un hôpital donné serait le meilleur recours. Et donc, j'allais à l'hôpital pour mes traitements. J'ai été également surveillée par l'obstétricien
Et tout semblait bien aller. Le néphrologue et l'obstétricien étaient satisfaits du progrès jusqu'à ce que je commence à avoir des crampes abdominales et des saignements assez importants à quelques semaines. Et donc, j'ai été examinée par le médecin en urgence et ils m'ont renvoyée à la maison. Le lendemain matin, j'ai parlé à l'obstétricien. Il m'a dit que le médecin d'urgence soupçonnait que j'avais encore des tissus et que ce serait mieux que je sois retournée à l'hôpital. Et donc, j'ai essayé de rejeter les tissus de façon naturelle, ça a raté. Et puis, je suis allée à NC, qui est la dilation et cartilage. Et je suis rentrée à la maison après 3 jours d'hospitalisation et j'ai été réadmise à l'hôpital et finalement, je suis rentrée à la maison lorsque les segments se sont améliorés. Les médicaments qu'ils m'ont donné des réactions allergiques. On m'a appelé au téléphone, ça a été discontinué. Après ça, j'ai commencé à avoir des grosses crampes abdominales et de la fièvre. Et donc, j'ai été avisée que la procédure TNC m'a probablement infectée. Et à ce moment-là, j'ai eu plusieurs médecins impliqués, néphrologues, gynécologues, obstétriciens. Et finalement, après ça, j'ai eu un problème de tension artérielle très élevé. Et après toutes les complications et hospitalisations, on a fait des ultrasons et finalement, on m'a dit que tout était revenu à la normale. Toute l'expérience, c'est sur quoi je veux insister aujourd'hui. Donc, c'était pas possible de commencer. Donc, c'est important de ne pas commencer à vouloir tomber enceinte avant de consulter. Donc, finalement, on a changé mes médicaments après que j'étais enceinte de 4 semaines. J'ai encore discuté avec mes médecins que dans l'avenir, je voudrais réessayer. Donc, maintenant, je suis déjà sur des médicaments qui sont corrects pour la grossesse. Et étant donné les changements de traitement, on s'est préparé mentalement à être attaché à une machine pendant 6 heures à tous les jours. J'ai voyagé tous les jours de Brampton à Toronto pour les traitements à l'hôpital. Avec des tellement grands changements dans votre vie, c'est important d'avoir un système de soutien. Mon mari me conduisait à Toronto tous les soirs et je dormais à l'hôpital. Puis mon mari rentrait à Brampton. Il dormait peut-être 4-5 heures et puis il revenait me chercher. Et donc, on a décidé finalement de me garder confortable autant que possible. Et puis, il allait au travail et encore une autre heure pour conduire jusque-là et il revenait me chercher à l'hôpital. Donc, je voyais que c'était vraiment très difficile pour lui. Et je m'empêchais d'avoir des tâches ménagères parce que j'étais à haut risque. Donc, on prenait autant de précautions que possible. Donc, assurez-vous, s'il vous plaît, que vous avez plus d'aide disponible et plus de gens autour de la maison pour vous préparer à quelque chose d'aussi important. On n'a pas ni un ni l'autre de la famille autour de nous. Donc, mon mari et moi, on a fait de notre mieux, mais je recommanderais d'avoir de l'aide supplémentaire disponible avant de de ne tomber enceinte. Et si vous êtes en hémodialyse en clinique, parlez à vos médecins parce que ça pourrait être, demandez-lui si ça pourrait être une option pour vous. Donc, lorsque j'ai eu la nouvelle que j'étais enceinte, je n'étais pas à l'aise avec le fait de traiter, de gérer mes propres traitements. Et donc, maintenant, je suis en hémodialyse et je ne peux pas à la maison et je peux m'imaginer jusqu'à quel point ça aurait fait une différence si ça avait été le cas quand j'étais enceinte. Là, si je tombe enceinte, j'ai confiance que je pourrais faire le traitement par moi-même dans le confort de ma maison, 6 heures par jour et 6 jours semaine. Souvenez-vous que même si vous n'êtes pas en hémodialyse, essayez de garder votre traitement autant que possible. Et j'ai dû faire changer mon hôpital parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir de la visite en raison de la COVID. Et donc, mes médicaments, tous les transfusions et tout ça, je peux vous dire que ça m'a aidé jusqu'à un certain point.
finalement, comme étant une patiente, une femme humaine, quiconque planifie une famille, je vais vous dire, ne soyez pas dur sur vous-même. Un de mes médecins m'a dit que c'est commun de perdre un enfant. Un sur quatre arrive et il faut voir ce qui se passe avec l'infertilité. Oui, ma grossesse s'est mal terminée, mais même si j'ai perdu l'enfant, le même matin, je me sentais bien. Le fœtus était normal. Et donc, j'ai beaucoup souffert mentalement et physiquement, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et les patients avec maladie rénale se plaignent souvent. C'est le devoir du médecin de vous aviser des conditions et des conséquences considérant votre santé et de vous faire comprendre tous les aspects. Ayez un plan, faites ce que vous pouvez. Et il y a cette citation à l'école qui dit « Faites de votre mieux ». Alors, c'est ce qu'on a besoin de faire dans certaines situations. C'est important de se rappeler de temps en temps de la chose. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, Shilpa. Je pense que j'ai mentionné dans mon introduction que je suis une récipiendaire double de transplantation. J'en ai reçu une en octobre 2012 et avec la transplantation, ou rein ou autre organe, il y a des problèmes d'immunosuppression et donc on a des médicaments pour empêcher la chose. Et donc, à part la transplantation, j'avais un problème de récupération très complexe. J'avais PTLD également pour la première année. Et donc, ça, c'était un autre défi. J'ai passé à peu près 6 mois de la première année à l'hôpital, aux soins intensifs. Et donc, après ça, donc, les choses se sont tassées et j'ai repris ma vie régulière, travail et voyage. Et puis, j'ai rencontré la personne qui est devenue mon mari. Et lorsqu'on s'est fiancés en 2017, nos espoirs pour une famille, étant donné mes problèmes de santé, étaient très faibles. Donc, je suis allée à une clinique de grossesse et à l'époque, étant donné ma santé, on voulait savoir si ma fonction rénale était correcte et on voulait connaître les risques associés à la grossesse, étant donné la transplantation, parce que c'était mes poumons. Donc, il y avait une possibilité que j'ai besoin d'oxygène ou que j'ai un rejet d'organes. Et vu toutes ces considérations, mon mari et moi, on a décidé d'aller dans une autre voie. Donc, on est allé à une clinique de fertilité à l'hôpital Mont-Sinai et ils ont décidé que j'étais une bonne candidate pour IVF. Et donc, on a entendu des cycles. Ça c'était au printemps 2017. Et donc, on m'a dit que ça prendrait à peu près 2 ans. Et l'autre considération, c'est que, étant donné que j'avais eu une transplantation qui avait pris beaucoup de temps à récupérer, ils étaient inquiets que de l'extraction dans un endroit de clinique. Donc, ils voulaient que ça se passe dans un hôpital. Et donc, ça ne pouvait pas être juste être cédulé avec mon cycle. Il fallait que ce soit avec leur disponibilité et ce qui était exigé pour gérer l'urgence, la salle d'opération, pardon. Et donc, ça a pris une couple d'années, d'accord, ça sonne assez raisonnable en termes de délai. Puis 1 mois avant notre mariage, je me suis mariée en 2018, en avril 2018, ils s'appellent et disent « Qu'est-ce que vous faites en mai 2018? » Ils disent « On est juste à se marier. Et est-ce que vous allez quelque part? Est-ce que vous allez en lune de miel? » Heureusement, on n'y allait pas jusqu'en septembre. Donc, ils ont dit, écoutez, on a 3 dates. Ce sont les dates que l'on a pour les patients à haut risque.
pour quelle date est-ce que vous êtes disponible? Et donc, même avec ça, essentiellement, avec le FEV, IV, ça veut dire que mes œufs sont extraits et fertilisés à l'extérieur du corps avec le sperme de mon mari et qu'on aurait ces embryons créés. Et, et s'ils étaient viables, ils seraient préservés jusqu'à ce que quelqu'un d'autre, une porteuse, une mère porteuse, puisse les porter. Et tout ça pour dire que avec l'extraction des œufs, il y a un nombre d'injections, d'hormones, des choses qui doivent se faire avec le patient également, faire tester son son, échographie, tout ça, c'est surveillé parce que vous stimulez essentiellement vos ovaires pour produire plein d'œufs, alors que normalement, on n'en fait qu'un par mois. Mais dans le scénario qu'on avait, on essayait d'avoir autant d'œufs que possible, essayer de fertiliser autant d'œufs que possible pour avoir le plus grand potentiel de succès. Et donc, tout ça, c'était pour réguler mon cycle. J'ai commencé des médicaments, c'était des semaines avant mon mariage. Et tout de suite après mon mariage, on a commencé, donc 2 semaines après, donc mon mariage, on a commencé les échographies. Puis on a fait l'extraction dans une salle d'opération. Il y a eu le don de sperme de mon mari et ils étaient vraiment également très conservatifs avec les médicaments, étant donné tous mes risques médicaux. Et donc, en fin de compte, on a abouti avec plusieurs œufs, 6 œufs qui ont été extraits, dont 2 ont été fertilisés et l'autre partie est en Ontario, je crois. Ils vont attendre que l'embryo arrive jusqu'au développement de 5 jours pour l'évaluer pour la qualité. Et ce sont donc des embryos qui sont préservés. Donc, quand on me dit 1 sur 5 œufs fertilisés arrive jusqu'à 5 jours. Donc, on était un petit peu nerveux, mais on en a eu un qui a réussi, qui était un embryo de bonne qualité. Et donc, c'est celui qu'ils ont préservé. Et à l'époque, on était en mai 2018, on disait, bon, on va attendre 1 an, on vient juste de se marier, on reviendra à ça dans à peu près 1 an. Donc, en février 2020, on avance rapide, on est allé en vacances, le plan, c'était de chercher une porteuse dès notre retour, mais pour la plupart des gens, vous savez ce qui s'est passé en mars 2020. Il y a eu la COVID qui a tout freiné, tout. On est tombé en pause et étant donné que j'étais également une patiente à haut risque, étant donné la transplantation pulmonaire, etc. Donc, on était vraiment très prudents. On n'est pas allé nulle part dans cette première année. Donc, on s'est dit qu'il fallait attendre un petit peu que les choses se tassent. Et au cours de cette année-là, j'ai remarqué que je manquais un peu d'air, j'avais de la difficulté à respirer, je manquais d'activité physique et mes poumons, comme je me suis dit, bon, c'est un rejet, ça pourrait être un processus naturel résultant de ma transplantation pulmonaire. Mais éventuellement, en fait, le jour de l'an 2021, j'ai abouti en urgence parce que je ne pouvais plus respirer, j'avais vraiment beaucoup de problèmes. Et ils n'ont pas compris tout de suite parce que la saturation d'oxygène était excellente. Et si ça avait été mes poumons, ça aurait été ça aurait été une préoccupation. Mais ma tension artérielle était très élevée. Et donc, j'ai eu des diurétiques et tout d'un coup, je respirais beaucoup plus aisément. Et à ce moment-là, j'ai commencé à voir, ouais, il semble que vous avez faire d'autres échographies et ils ont découvert que j'avais la maladie rénale assez avancée et le plan a été donc d'être vu à l'extérieur de l'hôpital. Et donc, j'ai passé un autre mois et puis éventuellement, j'ai pu rentrer dans une clinique et on n'avait même pas réalisé jusqu'à quel point la maladie rénale était avancée. Et donc, dans les rendez-vous, donc, on disait que je n'avais pas vraiment de symptômes, que c'était bon. Donc, on s'est dit, donc, on va contrôler votre tension artérielle, mais c'était difficile de voir
comment je pouvais rester sans symptômes, mais bon, c'était bon. Et donc, à ce stade-là, l'idée, c'était que peut-être que j'avais 20 de chance, basée sur ma fonction, 20 dans les 2 prochaines années, que j'aboutirais en dialyse ou en transplantation. Mais en fait, la même semaine, j'ai commencé à manquer de souffle encore et encore à ce moment-là. Donc, ce n'était pas vraiment les reins qui étaient un problème, mais le médicament qui traitait la pneumonie que j'avais est assez toxique et, et mes reins, à ce stade-là, c'était juste la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, 3 semaines après, la pneumonie a résulté dans le fait qu'il a fallu sacrifier les reins. Et donc, il y a eu un cathéter installé à l'hôpital et je suis partie en dialyse et il m'a empêché de faire de l'hémodialyse à la maison, mais je me suis formée quand même avec un programme à TGH et j'ai commencé à en faire à la maison depuis l'automne 2021. Donc, en 2022, encore là, on avait plein de défis. On a rentré dans les routines et là, on s'est dit, bon, on veut vraiment un bébé. On est arrivé là. Je pourrais en porter un, mais c'est encore beaucoup plus risqué maintenant que ça l'était il y a 5 ans avec cette situation de dialyse. Et j'attends également une transplantation de rein. Donc, à ce stade-ci, donc, on va juste mettre, lancer nos spaghettis sur le mur puis voir quelle colle et voir si on peut trouver une porteuse de gestion, mais j'en connais pas tant. Mais j'ai demandé à des individus qui avaient traversé la chose et je sais que une personne transplantée de la collectivité rénale a eu du succès via ses réseaux et c'était pas si personnel en lui parlant. Donc, j'ai parlé à une couple d'autres personnes et finalement, on a commencé à chercher des mères porteuses via nos réseaux. Il y a quelques semaines, on a partagé notre histoire. Mes amis, leurs amis ont partagé avec leurs amis, leurs proches. Et on était à cette étape, on était en train d'attendre, beaucoup d'attentes entre la transplantation et pour trouver une mère porteuse. Donc, voilà. On va voir comment ça va fonctionner. Et heureusement, mon horaire à l'heure actuelle, c'est le soir, donc ça me permet de rester assez stable. Donc, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de sentiments comme si on est toujours en train d'attendre quelqu'un d'autre de faire ce que vous voulez faire. Donc, de savoir que j'aurais pu tomber enceinte, mais finalement, pour moi, non, avec la situation de transplantation pulmonaire. Donc, voilà, c'est là où on en est. Et merci de m'avoir laissé partager. Mais merci, Shilpa. Tellement de lutte à contrer, et c'est vraiment difficile. Michel, une prochaine personne qui va prendre la parole. Bonjour tout le monde. Comme j'ai dit, j'ai été diagnostiquée en 2019, en juillet 2019. Je venais de me fiancer, je voyageais, je m'amusais et j'étais un petit peu fatiguée, j'avais la nausée et je me suis dit que c'était juste du stress, mais ça ne s'en allait pas. Donc, finalement, j'ai parlé au médecin, je lui ai dit mes symptômes, comment je me sentais. Il a fait des tests sanguins et je n'avais pas vraiment de grande inquiétude. Et puis, il m'a appelé le lendemain pour me dire, viens-t'en à l'urgence tout de suite. Alors, j'ai été admise à l'hôpital avec insuffisance rénale. Il n'y avait aucune raison de soupçonner l'insuffisance rénale. J'étais en santé, je venais de rentrer de vacances et donc ils ont présumé que j'étais juste déshydratée. Parfois, en vacances, on ne boit pas autant d'eau qu'on devrait.
Donc, la première semaine que j'étais là, ils ne savaient pas trop et tout ce qu'ils pouvaient me dire, c'est que j'avais une insuffisance rénale et j'étais sur des grandes doses de prédnisone pour réduire mon système immunitaire et voir s'il pouvait se rattraper tout seul. Et une semaine après mon séjour à l'hôpital, je venais d'avoir ma ligne CDC et on m'a diagnostiqué officiellement avec un syndrome. Et donc, j'étais transférée à l'hôpital pour un autre hôpital pour une transplantation de plasma et également pour réduire mon système immunitaire et avec les grandes doses de prédnisone et également une injection pour m'empêcher d'ovuler parce que le médicament de chimiothérapie était nuisible à mon corps. Donc, rendu là, j'étais extrêmement émotive et plein de choses s'étaient passées à l'intérieur de 3 semaines. J'ai essayé de rompre avec mon fiancé. J'étais tellement perturbée du fait qu'il y avait toutes ces émotions, tout ça qui survenait. Et puis, on parle de peut-être que vous pourrez avoir des enfants plus tard. Et j'avais 28 ans à l'époque et j'avais l'impression que peut-être que ça n'allait pas suffire. Je n'allais pas suffire. Et bon, finalement, donc, mon mari, de toute évidence, n'a pas accepté ce que je lui ai offert. Et finalement, donc, si tout le monde s'est marié pendant la pandémie, vous connaissez exactement l'histoire, la lutte. Donc, à la fin de 2018, j'étais en hémodialyse à la maison et, et notre mariage était dû pour mai 2020. Et étant donné qu'on allait se marier, on a décidé de regarder notre situation et voir ce qui nous était conseillé. Il y avait des gens qui étaient tombés enceintes et qui avaient réussi avec l'hémodialyse à la maison. Et je pensais que je recevrais une transplantation. Donc, ça, c'était une autre option. Et il y avait plusieurs options et pas tellement d'opinions. Tout le monde est en train de dire, ben, vous pouvez faire ceci, cela. Donc, j'ai été référée à un médecin à Sunnybrook et pour ma situation précise, on m'a conseillé d'attendre pour essayer de tomber enceinte après une transplantation. Et je devrais dire qu'à l'époque, ça faisait juste quelques mois, donc il y avait encore un risque du Good Pasture qui reviendrait. Et j'avais également de la famille et des amis qui avaient déjà demandé d'être des donateurs. Et donc, les médecins, mon mari et moi, on a décidé que ça serait préférable d'attendre après la transplantation et donc de vraiment se centrer vers la transplantation et que ça n'allait pas fonctionner, que les donateurs, ça ne fonctionnait pas, bien, on réévaluerait. Mais c'est ce qu'on avait décidé à l'époque. Et bien sûr, on n'a pas réalisé que la pandémie durerait tellement longtemps et que ma transplantation prendrait tant de temps de plus parce que il y avait des choses beaucoup plus importantes que ma transplantation qui se produisaient avec la pandémie. Et donc, j'ai reçu ma transplantation en 2021. Et là, ça fait 3 mois. Donc, après la transplantation, je suis très stable. Je remercie le bon Dieu. Et on m'a donné l'accord pour changer mes médicaments. Et s'il n'y a pas de réaction contremandée, je pourrais essayer de tomber enceinte. Mon mari et moi, on est allés en lune de miel en janvier et il y a un petit risque là. Donc, on nous a avisé d'attendre au moins 3 mois, 3 semaines après être rentré à la maison. Donc, on a tenu compte de ça. Et à l'heure actuelle, j'attends pour voir ce qui se passe avec les médicaments et si on peut aller de l'avant. Et ceci étant dit, je pense que ce syndrome est tellement rare que on a des inquiétudes à savoir si c'est héréditaire et si ça peut être passé à l'enfant.
Mais malheureusement ou heureusement, je ne suis pas certaine, on n'a juste pas assez de données, de recherche. C'est trop rare, ce syndrome. Donc, on a décidé qu'on voudrait essayer de tomber enceinte et c'est juste quelque chose qu'il faudra surveiller. Donc, c'est vraiment quelque chose de si rare. Donc, nous ne pouvons pas prendre une décision selon uniquement ces critères. Donc, c'est une inquiétude, mais c'est là où nous en sommes à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Oui, le syndrome Goodpasture, en fait, c'est une maladie très rare. Et donc, nous n'avons pas beaucoup d'expérience avec les femmes enceintes qui ont aussi cette maladie. On était censé avoir une quatrième personne, Manuel, qui ne pouvait pas être là, mais il va essayer de venir pour la période de questions, pour répondre à des questions. Mais en effet, Manuel, c'est un homme et il voulait avoir une famille, et malgré le fait qu'il était receveur d'une greffe. Il était censé parler des discussions qu'il a eues avec son partenaire, sa partenaire, et donc il avait quelques inquiétudes concernant le caractère héréditaire de sa maladie. Donc il a maintenant un fils et il était prêt à partager ses expériences avec nous, mais il ne pouvait pas être là. Mais si j'ai bien compris, il sera là, j'espère, au moment de la période des questions. Et en fait, nous avons une vidéo de Manuel. Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut la visionner Oui, oui, absolument. D'accord. Et ensuite, je vais vous montrer quelques diapositives. Donc, allons-y avec la vidéo de Manuel. Bonjour tout le monde. D'abord, merci à la Fondation du Rhin pour l'invitation. Merci aux autres panélistes qui ont fait part de leurs expériences et merci à ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Manuel et j'ai reçu une greffe de rein il y a 15 ans. Typiquement, je commence ces discussions en disant que, comme nouveau-né, j'ai reçu un diagnostic d'une maladie rénale et donc j'ai eu toutes sortes de procédures médicales durant mon enfance. Et à cette époque, en fait, cela allait entraîner une autre insuffisance rénale. Et donc, 24 heures après ce diagnostic, j'étais sous dialyse. Et c'était nécessaire avant la réception d'un rein de ma mère en 2007. Donc, c'était en 2007 que j'ai reçu cette greffe et il y a deux autres événements qui sont aussi importants pour moi. L'année de mon mariage, 2014, et la naissance de mon fils qui a eu lieu l'année dernière, en février 2022. Donc, ma fils de Camilo a 1 an et c'est vraiment un privilège de l'avoir. Et comme nous l'avons entendu aujourd'hui, c'est difficile avoir une famille, tout comme une greffe de rein, et naviguer le système n'est pas toujours facile. Ça peut être en fait très difficile. Et en pensant à mes expériences, étant donné mes antécédents médicaux, y compris les chirurgies importantes en raison de la maladie dont je suis atteint, et je savais toujours que je voulais avoir des enfants. Et en fait, rien ne suggérait que je n'allais pas pouvoir en avoir. Et donc, j'avais toujours quelques inquiétudes à cet égard. J'ai 36 ans et au cours de ces 36 ans, je prends des médicaments pendant 32 ans. Il y avait un moment durant mon adolescence où je ne prenais pas des médicaments, mais à part cela, je prends des médicaments pendant toute ma vie. Et je me rappelle quelques années après ma greffe, j'avais posé quelques questions à mes collègues concernant des
d'éventuels problèmes en ayant des enfants si on est receveur de greffe. Et on m'a dit non, il n'y a pas de problème pour ce qui est de votre capacité d'avoir des enfants. Et donc j'ai étudié la littérature et donc comme receveur de greffe, notre capacité d'avoir des enfants, en fait, c'est similaire aux personnes qui n'ont pas eu des greffes. Mais cela dit, j'ai eu cette impression que ce serait difficile. Et c'était difficile de faire face à ces inquiétudes. Et c'était aussi difficile d'en discuter avec ma partenaire intime. Et donc, parler de ces choses avec son partenaire intime est difficile, peu importe la durée de nos relations. Et donc, lorsque j'en discutais avec la personne qui allait devenir ma femme, nous n'étions pas à une étape où on voulait parler de l'idée d'avoir des enfants. Et donc, j'avais l'impression que c'était très important d'être très franc et de faire part de mes impressions. Et en fait, c'était une inquiétude qui perdurait. Et j'avais de la difficulté à communiquer les choses avec ma partenaire. Si je me rappelle bien, c'était 2 ans après le début de notre relation que j'ai commencé ces discussions. C'était 5 ans avant notre décision officielle d'avoir des enfants. Donc, ce sont des discussions préliminaires. Et c'était 10 ans avant la naissance de mon fils. Mais c'était quelque chose de très important d'avoir ces discussions. D'abord parce que je voulais être honnête avec la personne qui allait devenir ma femme. Et j'avais l'impression qu'à la lumière de mes inquiétudes, elle devait savoir ces choses auxquelles je pensais. Et je voulais aussi qu'elle soit au courant de ce que ça pourrait vouloir dire pour elle si on n'arrivait pas à avoir des enfants. Et il n'y avait aucune preuve médicale selon lesquelles on n'allait pas avoir des enfants, mais on a parlé quand même de ce que ça pourrait vouloir dire à l'avenir. Si on avait des problèmes, il faudrait peut-être suivre d'autres voies pour avoir des enfants. Et pour moi, c'était vraiment une source de confort. Et c'était bien que pour elle, c'était quelque chose d'acceptable et qu'elle était prête à suivre ses autres options. Elle n'avait aucune inquiétude par rapport à sa capacité de devenir mère, mais au fil des ans, elle avait quelques questions. Par exemple, elle voulait comprendre mon insuffisance rénale, si peut-être mon syndrome était génétique, si un bébé pourrait en hériter. Et donc, c'était très difficile pour moi. Et je ne veux pas que les gens me voient comme ce mec rénal. Et je ne veux pas que l'insuffisance rénale me définisse. Donc, lorsqu'on en discutait, j'ai commencé à assumer ce rôle de mec rénal. Et en fait, c'est quelque chose auquel je suis habitué maintenant. C'est pour ça que je partage ces choses avec vous. Donc, la décision d'avoir un enfant en 2018, en fait, c'était 5 ans avant la naissance de notre fils. Et après 2 ans d'échecs, et pour moi, c'était peu surprenant car j'avais ces inquiétudes. Mais donc, j'ai parlé à mon néphrologue qui nous a renvoyé à un autre médecin qui nous a renvoyé finalement à une clinique de fertilité. Et donc, en collaboration avec cette clinique, nous avons décidé de faire la fécondation in vitro. Et tout allait bien. Au début, l'équipe à la clinique était très optimiste qu'on serait couronné de succès à la lumière des résultats des tests. Et donc, une chose qu'on nous demande de faire au début de ce processus, c'est en fait, il y a certaines inquiétudes par rapport aux médicaments que vous prenez et l'impact sur l'éventuel enfant. Donc, j'ai parlé à mon néphrologue et mon infirmière de greffe et ils m'ont dit qu'ils avaient aucune inquiétude par rapport à mes médicaments, aucun changement n'était nécessaire et c'était vraiment tout un soulagement pour moi. Et parfois, lorsqu'on modifie les médicaments qu'on prend, ça pourrait avoir un certain impact
Et donc, j'étais très heureux que je n'étais pas obligé de les modifier. Mais j'avais quelques inquiétudes par rapport à mes antécédents médicaux et l'impact sur mon bébé. Sur la recherche, mon syndrome n'est pas génétique, mais malgré cela, j'ai soulevé mes inquiétudes auprès des professionnels afin de discuter de ces choses. J'ai parlé à mon néphrologue, à mon neurologue, à la clinique de fertilité, à notre médecin de famille, à notre sage-femme et à tous les techniciens qui faisaient les imageries diagnostiques. Et durant ce processus, on m'a dit que ça allait très bien au niveau de sa vessie, au niveau de ses reins. Il n'y avait pas de problème au niveau des tests. Et après sa naissance, l'équipe médicale continuait à le surveiller. Et une chose que j'ai bien aimée, c'est que l'équipe a recommandé une imagerie des reins après sa naissance, car la diligence raisonnable était nécessaire dans ce cas-ci en raison de mes antécédents médicaux. Et en fait, nous nous sentions vraiment soulagés parce que l'équipe s'efforçait à faire ce qu'il fallait faire. Donc, si vous pensez à avoir des enfants, veuillez consulter votre équipe médicale et partager vos inquiétudes. Ces discussions sont difficiles et c'est vraiment important de faire part de vos inquiétudes. Dans mon cas, moi, ma greffe de rein n'a pas touché ma capacité d'avoir des enfants, mais si vous avez des inquiétudes, veuillez en discuter. Je suis patient depuis 36 ans, donc je sais que nous avons d'excellents professionnels de la santé qui peuvent nous aider, mais malgré cela, nous devons défendre nos propres intérêts. Il faut faire part de ces inquiétudes, il faut poser des questions. Sinon, qui va le faire pour vous? Et ces discussions sont très difficiles, mais elles sont absolument nécessaires. Et comme je l'ai dit plus tôt, communiquer avec son partenaire intime est vraiment important. Être honnête durant ces moments difficiles, et il y a des moments positifs et des moments négatifs. J'ai pas trop parlé de notre expérience avec la FIV, mais il faut vraiment travailler comme équipe car il y a des moments très difficiles. C'est intéressant. En fait, en m'apprêtant à cette présentation, je pensais à cette expérience. Et donc, quel que soit le résultat, donc depuis ma jeunesse, j'avais toujours, ou en fait, il me manquait de confiance. Je prenais des médicaments pour d'autres raisons. J'avais des problèmes de poids. J'avais l'air toujours très jeune. Et c'est vraiment difficile en école secondaire, après l'école secondaire, lorsqu'on est dans la vingtaine, on essaie de rencontrer des gens ou des partenaires intimes, donc ça rend les choses difficiles. Lorsque j'étais sous dialyse, je pesais 112 livres, j'avais l'air d'une adolescente de 15 ans plutôt qu'un homme de 21 ans. À la suite de ma greffe, j'ai mis du poids assez rapidement. Bien entendu, on prend différents médicaments qui peuvent toucher son poids. Et je me rappelle, durant ma dialyse, j'avais très peu de confiance et en fait, j'avais pas la confiance de rencontrer des gens. Et je ne voulais pas rencontrer une partenaire intime. Et en fait, j'étais ce gars du rein. Et donc, au moment où j'ai commencé à penser à l'impact positif de mon expérience rénale, en fait, la vie commençait à faire du sens. Mais en fait, j'avais ces problèmes de confiance et je tiens à vous le dire, nous, comme la communauté de rénale, nous sommes très forts et nous devons en être fiers.
Et donc, on traverse toutes sortes de situations difficiles. On a entendu ces histoires très souvent. Et pour moi, ce parcours m'a amélioré comme personne et j'en suis reconnaissant. Je, je comprends que je suis receveur de greffe depuis 15 ans et peut-être je suis à un différent stade de mon parcours comparé aux autres, mais on traverse beaucoup de moments difficiles. Donc, il me semble que j'ai dépassé le temps qui a été accordé. En fait, ce parcours de greffe rénale ne doit pas vous définir, mais c'est un élément important de votre vie. Donc, si vous pensez avoir des enfants, si vous en avez déjà, veuillez parler à vos proches et à votre équipe médicale. Et ils sont là pour vous. Et c'est très important d'avoir ces discussions. Et j'ai vraiment hâte de participer à la période des questions. Merci. Merci à tous les intervenants. Merci d'avoir partagé les difficultés auxquelles vous avez fait face. Donc avant de terminer cette séance et avant de passer aux questions, j'aimerais partager avec vous quelques diapositives. D'accord, donc ce sont des grandes lignes de l'insuffisance rénale chronique. Et donc chez les femmes au cours de la vie d'une femme, et probablement vous savez que l'insuffisance rénale chronique touche 3% des femmes enceintes dans les pays développés. Donc la prévalence de l'insuffisance rénale chronique sera à la hausse en raison de deux choses: l'âge maternel. Les femmes, en fait, typiquement lors de la première grossesse, les femmes sont plus âgées aujourd'hui, et aussi en raison de la prévalence du diabète. Donc on a la néphropathie diabétique. Mais pourquoi donc est-il si important? Et comme Manuel l'a dit, il faut parler aux professionnels de santé si on a l'intention de tomber enceinte, car une grossesse, en fait, il y a beaucoup de changements rénaux qui ont lieu durant la grossesse. Par exemple, le DFG qui augmente de 50%, et ça commence au moment du premier trimestre, 8 ou 9 semaines. Le flux plasmatique rénal augmente de 80%. Il y a aussi des changements au niveau de la fonction tubulaire, la gestion de l'eau, des électrolytes. Tout est changé durant la grossesse. Et donc, il y a plus de protéinurie, glycosurie. Il y a une réduction du taux sérique de sodium, une réduction de l'osmolaltie sérique. Et les volumes plasmiques augmentent de 45%, donc plasmatiques augmentent de 45%. Donc, ces changements sont gérés par le cœur et aussi par le rein. Et malheureusement, bien entendu, c'est possible de tomber enceinte, mais quand même, des issues défavorables de la grossesse peuvent se produire si on est atteint de l'insuffisance rénale chronique. Il y a des accouchements prématurés, des césariennes, ou aussi une perte de fonction rénale maternelle. Donc, il faut discuter de toutes ces choses avec son néphrologue et aussi avec l'obstétricien qui va s'occuper de vous durant votre grossesse. Et donc, ces complications ne sont pas des contre-indications pour la grossesse. La chose la plus importante, c'est de protéger la fonction rénale. Et donc, c'est ce qu'il faut discuter avec son médecin, bien entendu. Du counseling avant sa grossesse, c'est très important. Il faut parler à son équipe médicale, comme Manuel l'a dit. Et parfois,
en fonction de la cause de votre maladie rénale, si c'est ça concerne des causes génétiques, si c'est quelque chose dont votre enfant pourrait hériter. Donc, il faut aussi en discuter avec son néphrologue et avec les autres membres de son équipe médicale. Donc, il y a une équipe multidisciplinaire qui va s'occuper de vous, le néphrologue, l'obstétricien, ou comme je l'ai dit, lorsque je me suis présenté, le spécialiste en médecine fœto-maternelle, et aussi, c'est une bonne idée de faire une consultation génétique selon l'étiologie de la maladie rénale. Donc, lorsqu'on est obstétricien et on parle à une femme qui a un problème, a quelques problèmes rénaux et qui veut devenir enceinte, il faut parler donc de la contraception et donc si on optimise les conditions en donnant par exemple des médicaments, si on est receveur de greffe de rein et si on prend un certain médicament, il faut déterminer si ces médicaments peuvent être pris durant la grossesse et sinon, il faut commencer la préparation quelques mois avant pour une éventuelle grossesse. Donc, une fois qu'on est enceinte, il faut surveiller sa fonction rénale durant la grossesse. Et ça dépend aussi de la gravité de l'insuffisance rénale. Est-ce qu'on est sous dialyse et sous hémodialyse ou est-ce qu'on est receveur d'une greffe de rein? Il faut aussi faire de la prophylaxie pour la pré-éclampsie. Il faut vérifier sa tension artérielle. Il faut faire de la prophylaxie pour la thromboembolie, pour l'anémie. Et il faut un bon nombre d'autres interventions médicales. Un instant. Donc, il y a certains médicaments, j'ai dressé une courte liste de médicaments qui peuvent être pris durant la grossesse. Donc, la mycophénolate, c'est lorsqu'on est receveur d'une greffe, c'est quelque chose qui entraîne l'immunosuppression. Il faut l'éviter durant la grossesse car c'est très tératogénique. Il y a certaines lignes directrices. Nous n'avons pas de ligne directrice officielle au Canada. Donc, celles-ci viennent du groupe de consensus du Royaume-Uni sur la grossesse chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale. On parle de contraception, de fertilité, des soins prodigués durant la grossesse, les médicaments qui sont acceptables si on est sous dialyse, si on est receveur d'une greffe. Donc, ce sont de très bonnes informations de ce groupe du Royaume-Uni. Et finalement, j'aimerais terminer cette présentation en vous disant c'est très bien que vous suivez toutes ces étapes pour atteindre le sommet. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, c'est l'espoir. Et il faut avoir cet espoir. Et j'ai beaucoup appris aujourd'hui en vous écoutant. Et j'ai beaucoup appris de vos expériences. Donc, merci beaucoup. Donc, il me semble qu'il n'y a pas de questions, Dr. Leduc. Moi, j'en ai une. Donc, si une personne veut devenir parent, et si cette personne est atteinte de l'insuffisance rénale chronique ou est receveur de greffe, quelles sont les premières étapes pour parvenir à cet objectif? La première étape, c'est d'en parler avec le néphrologue. Donc, selon la fonction rénale, est-ce que c'est possible d'envisager une grossesse? Et finalement, est-ce qu'on est assez fertile?
Donc, si vous avez une insuffisance rénale avancée, très souvent, vous n'êtes pas fertile. Et donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, je vous suggère d'attendre jusqu'après la greffe du rein, car il sera beaucoup plus facile de tomber enceinte. Si vous êtes sous hémodialyse, comme Amanpreet l'a mentionné, en fait, c'est difficile de tomber enceinte, mais il faut le dialyse à tous les jours. Et donc, l'hémodialyse serait la meilleure option. Et en fait, il y a très peu de cas de femmes enceintes qui sont sous hémodialyse, car c'est très difficile. Durant la grossesse, les choses ne sont pas stables, en fait, les choses sont en constante évolution, donc c'est difficile de peaufiner le tout. C'est toujours possible. Il y a des cas dans la littérature avec des grossesses chez les personnes sous hémodialyse. Mais tout d'abord, il faut en parler avec son néphrologue, c'est la première étape. Et il me semble que Manuel est maintenant avec nous. Oui, bonjour. Donc, si quelqu'un a une question pour Manuel ou pour qui que ce soit. Oui, j'ai une question pour nos invités, une question assez générale qui pourrait s'adresser à n'importe qui. Lorsque vous avez commencé votre parcours, est-ce que vous avez parlé à d'autres personnes à part votre équipe médicale, à des membres de la famille, à des amis? Et ou est-ce que vous avez demandé de l'aide des autres personnes qui suivaient le même processus? Et est-ce que c'était difficile de trouver les gens qui suivaient le même processus? Moi, je peux commencer. Lorsque je pensais à l'idée de tomber enceinte lorsque j'étais sous hémodialyse ou à la suite de ma greffe, en fait, je crois que c'était Shilpa qui a dit qu'elle était aussi à l'hôpital Toronto General et l'équipe d'hémodialyse à domicile est vraiment fière de tous les bébés des patients de ce programme. En fait, il y a toutes sortes de photos à l'hôpital de ces bébés. Et donc, l'équipe peut vous en parler si vous avez des questions. J'ai rencontré aussi un patient qui avait eu 3 enfants lorsqu'elle était sous hémodialyse à domicile. Et pour moi, c'était vraiment très rassurant, peu importe si c'était la voie que j'allais suivre. Et donc, c'était bien que quelqu'un à la clinique qui avait traversé cette situation pourrait parler du côté positif, du côté négatif de l'expérience, et juste de parler à quelqu'un de façon intime. Et je trouvais cela très utile de parler à quelqu'un qui a eu cette expérience. Je peux intervenir. Donc, est-ce qu'on a parlé à quelqu'un? Non, on n'a pas parlé à personne de ceci pour diverses raisons auxquelles j'arriverai. Mais bon, on n'a pas parlé à personne principalement parce qu'on était des gens plus privés. Donc, on ne voulait pas. Bon, notre famille était vraiment très emballée qu'on ait des enfants. Ils nous demandaient depuis plusieurs années est-ce qu'on allait avoir des enfants. On a des chiens, on a des tortues, puis on blaguait, on disait oui, on en a des enfants, c'est nos bébés, ça. Mais je sais qu'avec d'autres exemples, c'est pas nécessairement qu'il y avait de la pression. J'ai jamais vraiment ressenti la pression, mais bon, il y avait une hâte. Et le cheminement qu'on a dû suivre, pardon, on était nerveux en parlant aux gens. Ça allait être une autre couche ajoutée à ce cheminement. On ne voulait pas se faire poser la question constamment, comment ça va, où en êtes-vous, à quelle étape. On était déjà à traiter avec
tout ça qui vient avec le FIV. Et donc, je vous dirais, par contre, une fois que c'est devenu officiel et qu'on était prêt à dire aux gens que ma femme était enceinte, on a commencé à partager des détails parmi nos amis, nos proches. Et quand on est devenu des parents via le FIV, c'est très commun. Puis on essaie de le cacher, on essaie de garder ça entre nous, puis c'est très commun. Et comme j'ai dit aux gens, j'ai raconté notre histoire, notre expérience. Ils venaient nous voir pour qu'on les guide en posant donc des questions. Comment est-ce que vous avez navigué à travers ceci et ça? Donc, finalement, on aurait bien aimé pouvoir en parler à d'autres gens auparavant. Mais bon, il n'y a pas de plan d'en faire un deuxième. Mais si jamais, je pense qu'on sera tout simplement ouvert et honnête et on dira aux gens où on en est et on expliquera peut-être pourquoi on était d'une certaine façon dans notre vie à certains moments. Ça se produit. C'était plus facile à cacher parce qu'on était tous dans nos maisons. Donc, à l'époque de la pandémie, mais si jamais on devait répéter l'expérience, on serait certainement plus ouvert. Oui, alors je vais m'arrêter là. Oui, je peux prendre mon tour. Pour moi, c'est un peu différent parce que tout ce processus a commencé après la greffe des poumons, avant d'avoir la maladie rénale. Donc, on n'en parlait pas. Donc, même si on était allé à une couple de rendez-vous, de simplement envisager la grossesse et les médecins qui disaient, vous savez, il y a différents niveaux de risque, c'est ce avec quoi vous êtes à l'aise. Et on a décidé, ce qu'on a décidé à l'époque, simplement en pensant à mes poumons. Et lorsque j'ai subi l'extraction et tout ce processus, je n'en ai pas parlé à personne. C'était juste avant et après le mariage et c'était débile si en rétrospect. Donc, j'étais très inquiet de mon mari et donc on n'a parlé à personne. Par contre, lorsque c'est venu aux prochaines étapes, comment on allait procéder à trouver quelqu'un, ça a vraiment été très utile en voyant une greffée des poumons qui avait déjà traversé et elle avait de la fibrose, donc il y avait plein d'autres trucs avec lesquels elle traitait. Et pour moi, donc moi, j'avais eu un lymphome avant ma graduation et donc la chimio avait endommagé mes poumons et donc les médicaments également avaient endommagé mes reins. Donc, il y avait toujours des choses qu'il fallait surveiller. Et c'est pas que je suis consciente qu'on ait eu des inquiétudes d'ordre génétique, mais c'était simplement de voir comment trouver la bonne personne pour porter l'embryo. Et sans revenir à trouver quelqu'un. Bon, j'ai trouvé une personne qui a déjà passé l'expérience une fois, puis là, est enceinte un deuxième bébé avec une mère porteuse. Et donc, de voir ce processus, et comme Manuel, j'ai réalisé que lorsqu'on partage ça, comme on l'a fait il y a quelques semaines, avec plein de gens qui partagent ou qui nous réfèrent, ou peut-être qu'ils n'auraient pas penser, agir de la même façon ou procéder de la même façon, mais ça ouvre la conversation et les gens sont prêts à aider de la façon qu'ils peuvent. Et donc, en rétrospect, ça a aidé. Et bon, je ne pense pas que j'aurais changé quoi que ce soit dans le processus, mais ça aurait peut-être été bon d'avoir ce soutien-là supplémentaire, d'en avoir parlé. Mais d'avoir un bon partenaire, ça fait une énorme différence, bien sûr. Et ça m'a fait passer tout le cheminement à date. Et je vais continuer. Quelqu'un d'autre? Parce que j'ai 2 questions dans les questions-réponses. La première,
Est-ce que la Fondation du Rhin fournit un groupe de soutien pour les individus qui sont à l'étape de la planification familiale? Ça, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Docteur Leduc, donc, on a plusieurs groupes de soutien disponibles. Ça sont ciblés, très spécifiques à des intérêts ou aux gens qu'on rassemble. Je ne veux pas dire que c'est un niche, mais bon, les gens, effectivement, tendent à rester assez privés. Et donc, il y a des services, il n'y a pas de services disponibles. Mais s'ils veulent avoir des services, ils peuvent prendre la ligne d'aide ou aller à une succursale et communiquer avec un bénévole et pour qui partagera, il se fera un plaisir de partager leur expérience. Est-ce que c'est plus un commentaire? J'ai un commentaire. Je suis un parent, j'ai un bébé, elle a maintenant 19 ans. Incroyable. C'est bien d'entendre ça. Exactement. Il y a 19 ans, donc voilà. Comme j'ai dit, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait faire un commentaire? Oui. Moi, je pourrais faire un bref commentaire au sujet d'un partenaire très soutenant. Dans mon cas, on a partagé le cheminement, mais pour être clair, c'était vraiment, ça reposait sur ma femme. Donc, le processus, il repose sur elle et tout vient à ça, les procédures, les médicaments. Et donc, moi, j'étais là pour être le champion, d'être là pour être ce dont elle avait besoin quand on en avait besoin. Mais à votre question précédente au sujet d'avoir du soutien, un système de soutien, je pense qu'en rétrospect, ça renforce. Ben, j'aurais bien aimé en avoir parce que la seule personne à qui je parlais, c'était mon épouse. Et donc, et j'essaie d'être, entre guillemets, d'être le fort pour elle parce que c'est elle qui traversait le processus de FPV. Et donc, je pense que c'est ça. Donc, d'avoir quelqu'un en qui on a confiance, qui, vous savez, qui sera là, qui ne sera pas trop intrusif. Et je pense que ça aurait été vraiment très avantageux. Et donc, ça serait bien de l'envisager et voir si on peut rejoindre une telle personne parce que ça ferait une différence. Merci, Manuel. Quelqu'un d'autre a dit, oui, j'aimerais partager. Dans mon cas, ma maladie rénale a été découverte après mon mariage. Donc, mon partenaire n'a pas eu le choix dans ce cas-là. Donc, je suis venue au Canada en 2010. Et donc, j'ai traversé le processus d'immigration. Donc, j'étais très bien lorsque j'ai fait ça. Et en 4 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais diagnostiquée avec la maladie et donc j'avais 10 de fonction rénale qui me restait. Et donc, après le mariage, on a eu cette nouvelle. Mais finalement, j'étais bénie des dieux parce que j'ai eu un très bon partenaire. Il n'a jamais exprimé, oh mon Dieu, comment est-ce qu'on va avoir une famille? Il m'a juste soutenue. Et donc, pendant les premières semaines, le médecin a dit que de tomber enceinte, ça pourrait être un problème, même la dialyse. Et donc, depuis 2016, on a commencé la dialyse et pendant très longtemps, je ne pensais pas à tomber enceinte avec Marie parce qu'il y avait cette graine qui était implantée que je ne pourrais jamais concevoir un enfant. Donc, ce n'était pas mon intention, mais finalement, lorsqu'on a essayé en 2021, donc, je suis tombée enceinte de façon assez surprenante, assez rapidement, à l'intérieur de 2 mois, mais je n'ai jamais exprimé ça. J'étais en dialyse et je pouvais accoucher. Ça, j'étais au courant, mais j'en ai jamais parlé à mes amis ou ma famille parce que, voyant ma condition physique, je n'ai jamais
ressenti le besoin de les convaincre que c'était possible. Donc, j'ai tout gardé ça pour moi-même. Et j'étais au courant que la grossesse allait se révéler. Donc, c'est toujours une possibilité que les choses ne se passent pas de la bonne façon. Donc, je ne voulais jamais leur donner cet espoir et qu'ils perdraient. Donc, dans mon cas, mon mari ne savait pas. Il a été très soutenant. On va peut-être réessayer à un moment donné. Et encore là, je ne le partagerai pas encore avec beaucoup de gens, juste avec mon équipe médicale, certainement, et avec mon mari. Merci. Je veux juste ajouter, on a été assez ouvert avec notre famille au sujet de vouloir changer nos médicaments, mais je vais vous dire que d'être post-greffe et d'être mieux, comme des gens pensent, c'est la question qu'on reçoit beaucoup. Pas des proches de la famille, mais des amis. Oh, tu as eu ta greffe, tu t'es mariée, puis vous avez l'air fabuleux. Est-ce que vous allez avoir un enfant? Et puis, ils oublient, en fait, les 3 dernières années de notre vie. Et c'est juste une de ces choses où, pour conscientiser, pour que les gens ne posent pas ces questions-là, j'ai été très ouverte et je me suis dit, vous savez, c'est un processus, il faut que je change mes médicaments, c'est à haut risque et on espère qu'ils vont continuer à poser ces questions-là à d'autres personnes, pas à moi. Et donc, c'est juste que l'insuffisance rénale et les greffes, c'est des maladies invisibles et les gens posent simplement des questions hein, parce qu'on a l'air mieux. Et donc, on a été assez ouvert à savoir où on se trouve dans notre cheminement et ce qui nous attend. Très intéressant. J'ai l'impression que c'est une expérience. Je pense que les gens ont juste présumé, en raison de toutes les complications que j'avais eues, que ça serait difficile. Et donc, j'ai pensé que c'était respectueux de ne pas demander. Mais lorsqu'on cherchait, par exemple, la mère porteuse, je me suis dit que c'est peut-être pas la meilleure idée pour moi de porter un enfant. Et donc, c'était l'idée d'expliquer ce qui se passait. Et pas qu'on ait à le dire pour toute autre raison, mais ça donne aux gens l'occasion d'être là. Et encore là, je suis une personne très privée et j'ai fait beaucoup de partages dans les dernières années, mais je pense que ça profite aux autres. Et c'est là où j'ai vu que oui, ça compense dans plusieurs façons, pas juste pour les greffes et puis que j'ai traversé. Juste de partager ça, c'était essentiel pour que les gens en parlent, etc. Donc, oui, c'est intéressant. Donc, il n'y a pas d'autres questions dans la boîte de clavardage. Oui, c'est une question de Christine Joette. J'avais plus de 35 ans, elle est diabétique de type 1 et elle a eu une greffe de rein. Elle a dit que mon mari me donnait vraiment beaucoup de soutien. Nous avons quelques fausses couches. Nous avons eu finalement notre fille. Nous voulions plus d'enfants et d'après mon équipe, c'était une bonne idée d'avoir une bébé à l'âge de 40 ans. Et 2 ans après la naissance de notre fille, j'ai eu une fausse couche. Je n'ai pas réessayé, mais nous avons notre fille qui a maintenant 19 ans. Donc c'est l'histoire de Christine qui a une fille de 19 ans. Pas d'autres commentaires. J'aimerais poser une question qui en fait est un peu différente. C'est plutôt une question de la contraception chez les gens atteints d'insuffisance rénale. Donc, est-ce qu'il y a
est-ce qu'il y a des lignes directrices à cet égard qui fait partie cet élément qui fait partie du processus de planification familiale. Donc, c'est une question pour moi? Oui. La contraception, lorsque c'est le moment d'en parler, en fait, une femme atteinte d'insuffisance chronique, rénale chronique ne peut pas prendre n'importe quel médicament. Il y a des choses qui influencent l'estrogène dans les contraceptions. Donc, la principale contraception, c'est quelque chose avec la progestérone. Ça peut être une tablette, une DIU, mais et uniquement la progestérone. Avec l'estrogène, en fait, il y a un risque élevé de thromboembolie. Et donc, c'est un risque bien trop élevé pour la femme. Donc, on recommande une contraception qui contient uniquement de la progestérone. Ou ça peut être aussi un DIU. D'accord, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions dans la boîte de clavardage, moi non plus. Donc, est-ce qu'on arrête la séance? Et si c'est le cas, j'aimerais vous remercier tous. Vous avez décidé de partager vos expériences avec nous. Et moi, j'ai beaucoup appris. Et donc, ne perdez pas l'espoir. Allez de l'avant. Et merci beaucoup. J'aimerais répéter cela. Merci, Dr. Lynn Leduc, pour avoir modéré cette séance. Donc, on va terminer un peu tôt. Et nous invitons nos participants de participer à la séance de réseautage. Vous pouvez y accéder par la page principale. Merci de votre participation. Si vous allez nous quitter, passez une bonne soirée. Si vous serez quand même avec nous, nous avons hâte de vous voir à la séance de réseautage. Merci tout le monde. Merci beaucoup.